Hello hello, bienvenue dans le journal d'une âme en perdition. Tu peux prendre une bonne inspiration, bien souffler. Ici tu es en sécurité et on est parti pour une belle aventure ensemble. On se retrouve cette semaine pour un deuxième épisode de la série du journal d'une âme en perdition. Je me demande si dans tes relations finalement amoureuses ou amicales, tes relations avec ta famille, tes proches en général, peu importe la nature qu'ils ont pour toi, est-ce que tu ne ressens pas un excès d'attachement? Est-ce que tu ne te ressens pas trop attaché à l'autre? Est-ce que tu ne ressens pas un déséquilibre entre ce que tu donnes à l'autre, ce que tu lui envoies en affection et ce que tu reçois en retour? Ou au contraire, est-ce que tu ne te sens pas incapable de t'attacher réellement, profondément à un autre être humain? Cette semaine, attache ta ceinture, on va parler de dépendance affective. Cette dépendance affective, pour le coup, moi je suis à 200% dedans et je travaille dessus encore tous les jours. C'est vraiment quelque chose de compliqué à gérer au quotidien. Tu verras ça tout au long du podcast de cette semaine, à quel point ça peut parfois même être assez handicapant dans ta relation avec l'autre. Ce qu'on peut remarquer en termes de signes d'une dépendance affective, il y en a tout un tas. Tu vas pas forcément cocher toutes les cases. Ça veut pas dire que si tu coches pas tout, que tu ne l'es pas. Tu peux n'en avoir qu'une certaine partie, tu peux en avoir que quelques-uns qui sont très forts, ou tous les avoir de manière plus ou moins modérée. Ça dépend comment tu gères ça. Mais globalement, il y en a plusieurs qui sont assez récurrents. Va y avoir ce besoin constant de contact en fait, d'avoir des sentiments extrêmes, de vraiment toujours être en contact, soit physique, c'est-à-dire que tu vas souvent rechercher des câlins, des bisous, de l'affection, du toucher finalement, réellement, au sens physique du terme. Ou alors, quand la personne n'est pas là, la personne sur laquelle tu as mis ta dépendance affective, il peut y en avoir plusieurs, hein. Mais dans mon cas, moi, c'était une personne, c'était mon compagnon, hein. C'était plus simple. Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'était la personne qui partageait vraiment ma vie qui était concernée. Mais pour le coup, en fait, moi, j'avais vraiment ce besoin de contact physique quasiment incessant quand il était avec moi. Ou alors quand il était pas là, parce que en déplacement, parce que au travail, ou j'en sais rien, peu importe, mais pas là physiquement avec moi. J'avais vraiment ce besoin de contact constant par message, savoir ce qu'il faisait, où il était, ce qu'il pensait, parler de tout et de rien, mais d'avoir un espèce de lien constant en fait, vraiment que ce soit un contact physique ou psychique, il fallait qu'il y ait du contact quoi. Sinon hein, j'étais vraiment perdue, triste, enfin ça n'allait pas du tout. Et il y a vraiment ce côté sentiment extrême en termes d'attachement, c'est-à-dire que tout moment partagé ensemble va être vécu autant de manière positive dans l'extrême, mais autant quand c'est négatif, le moindre espèce de petit rejet. Moi, par exemple, enfin, c'était vraiment terrible. C'était juste, je viens chercher un câlin ou quoi, et je vois que mon compagnon, il est pas spécialement réceptif, ou au contraire, il dit, bah, non, là, je suis occupée, j'ai pas envie de te prendre dans mes bras, ni rien, enfin, voilà. Je le vivais comme un rejet, mais d'une violence. Oh là là, c'était terrible. Mais vraiment, c'est ça quand je parle d'extrême. C'est-à-dire que la moindre petite chose va être vécue de façon décuplée. Ça n'aura pas de relation équilibrée en fait avec l'événement. C'est-à-dire que bah, ton compagnon ou ta compagne, voilà, il est occupé, il est en train de faire un truc, il se concentre, tu viens lui chercher un câlin ou un bisou, il dit bah attends non, enfin là pas tout de suite, enfin désolé, on fera ça après. Enfin foncièrement ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de grave. Mais moi en tout cas je le vivais comme un rejeté, enfin il m'aurait mis une claque dans la figure, que ça aurait été pareil quoi. Il aurait insulté toute ma famille, c'était pareil. Vraiment, je le vivais super mal. Vraiment, c'était très compliqué. Donc c'est dans ce sens-là que je te parle de côté extrême. Il y a aussi cet aspect de vivre à travers l'autre. Vraiment, moi pour le coup, toute ma vie tournait autour de mon compagnon. Vraiment, tout. J'organisais tout. Tout mon agenda, mon planning, même les trucs que j'aimais bien faire. Si ne pas les faire me permettait de passer ne serait-ce que 5 minutes de plus avec lui, eh ben j'enlevais tout. Je faisais pas, je voyais pas forcément mes amis. J'adore lire ou peindre, etc. Ben, s'il était là et que je savais qu'il allait bientôt partir, et bah non, tant pis, je ferai pas ça, je reste avec lui. Si j'avais même des rendez-vous importants à prendre, j'en sais rien, pour la banque ou quoi, mais que ça me permettait de pas le voir, et bah du coup je le faisais pas, ou je repoussais jusqu'au moment impossible. Enfin vraiment, toute ma vie
tourner autour de la personne qui partageait mon quotidien. Pour te donner une image, enfin moi l'image que j'ai fini par avoir en tête quand je me suis rendu compte de ça, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être une espèce de plante là, qui s'enroulait autour, et qui était du coup, qui a poussé avec un tuteur. Tu vois souvent des tuteurs au niveau des plantes là, quand elles ont du mal à tenir toutes seules. Bah l'idée c'était ça, c'est vraiment, j'étais une espèce de plante qui m'enroulait autour de mon compagnon, et du coup qui devenait mon espèce de tuteur. Et du coup s'il était pas là, il y a tout qui s'effondrait. Vraiment, ça tenait plus, c'était tout cassé, ça fonctionnait pas du tout, j'étais complètement perdue, je savais pas quoi faire de ma vie, de mes bras, de mes jambes. Ouais, ça sonne un peu pathétique, hein, dit comme ça, hein, mais ne jugez pas, moi je juge pas ceux qui sont encore dedans. Sincèrement, c'est quelque chose de très compliqué à vivre, et on verra tout à l'heure un peu d'où ça vient. Mais c'est pas quelque chose de conscient en fait. C'est pas du tout conscient, c'est vraiment... Ça se fait comme ça, on se retrouve vraiment à faire tourner toute notre vie autour de cette personne sur laquelle on a projeté notre dépendance affective. Tu vas avoir tendance aussi à te sentir très en insécurité, avoir comme une peur presque constante de perdre l'autre, qu'il parte, qu'il trouve quelqu'un d'autre, si c'est un compagnon, ou que ce soit un ami qui soit plus ami avec quelqu'un d'autre, et du coup qu'il ait plus de temps pour toi, ou voilà, vraiment cette insécurité, cette peur de perdre l'autre, la relation que tu as avec l'autre. Et du coup, tu as ce besoin constant d'être rassuré. Mais rassuré version plus quoi. C'est pas juste, il te dit, bah si ça va, il y a personne. Non, tu as besoin de démonstration, d'affection vraiment importante pour être rassuré. Ça provoque beaucoup d'anxiété. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment parasite tes relations et ton quotidien finalement. Autre élément, on a aussi tendance, quand on est dépendant affectif, à vouloir acheter l'amour de l'autre, ou à aimer pour deux. Ça peut être les deux ou l'un des deux. Acheter l'amour, c'est pas forcément acheter de manière financière, hein. Enfin ça peut, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu vas acheter l'amour de l'autre par des actes ou des paroles, ou tu vas lui dire ce qu'il veut entendre, tu vas te transformer en une version de toi que tu sais qui va lui plaire. Je vais vraiment dans le stéréotype tiré par les cheveux, mais tu veux garder quelqu'un qui est complètement fan de rock, gothique et tout, bah du coup tu vas changer tout ton style vestimentaire, tu vas changer tes goûts musicaux, pour correspondre à ce que tu penses que l'autre aime, pour acheter son amour et qui te conserve dans sa vie. Ça peut vraiment prendre toutes les formes possibles en fait. C'est pas forcément un aspect financier. Et aimer pour deux, c'est vraiment, je te parlais au début de déséquilibre entre ce que tu donnes à l'autre et ce que tu reçois. Aimer pour deux, c'est vraiment ça. C'est que t'aimes d'une puissance et d'une force folle, suffisante entre guillemets pour tenir cette relation de deux personnes, alors que l'autre ne te renvoie pas du tout tout ça en fait. Pas du tout. Ou de manière relativement simple et classique, il te renvoie de l'affection, mais qui n'a rien à voir avec la montagne d'affection que toi tu lui envoies pour maintenir cette relation entre vous deux. Il y a aussi cet aspect de s'effacer pour l'autre, de dévouement, encore une fois, à l'extrême. C'est-à-dire, pour te donner un exemple assez simple, c'est que tu peux avoir de vraies difficultés à dire non, mais pour des choses banales, hein. J'en sais rien, il veut mettre un film que t'aimes pas du tout, limite qui te fait peur, t'es pas bien quand tu le regardes, tu vas pas oser dire non. Ou ça peut être avec un ami ou autre, de la famille, peu importe, mais c'est te retrouver dans une situation qui ne te convient pas et ne pas être capable de dire non. De peur que l'autre te rejette ou t'abandonne si tu lui dis non. Dans la même logique, tu vas avoir ce truc de pas vouloir contrarier l'autre. C'est-à-dire que quand il va dire ou faire des choses qui ne te conviennent pas, avec lesquelles tu n'es pas d'accord ou qui ne te correspondent pas, tu vas pas être capable de lui dire que ça ne te va pas, que t'es pas d'accord avec lui. Je dis n'importe quoi, c'est un ami ou autre qui va y mettre un avis politique avec lequel t'es pas du tout d'accord. Alors pas du tout, tu vas limite aller dans son sens, ah ouais complètement, ouais c'est ça, parce que t'as peur de le perdre si tu lui dis que t'es pas d'accord. Ou autre version, enfin moi que j'ai énormément eu quand j'étais ado dans mes relations amicales par exemple, dans le sens de s'effacer pour l'autre, c'est d'effacer ta personnalité et tes goûts. Par exemple, tu vas dire que tu aimes les mêmes choses, les mêmes musiques, les mêmes couleurs, les mêmes animaux, les mêmes activités, peu importe l'élément en question, mais tu vas effacer tes propres goûts et finalement ta personnalité pour te lisser et correspondre à ce que tu penses que l'autre aime. Parce que souvent c'est des projections, enfin c'est pas parce que quelqu'un adore les tigres qu'il va vouloir être ami qu'avec des gens qui adorent les tigres. On est d'accord qu'il n'y a pas de logique dans la dépendance affective. On n'est pas très logique quand on est dans cet état-là, hein. Ce serait trop simple sinon, si la logique nous aidait un petit peu. Mais souvent en fait ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens.
quand tu t'y reposes à froid, enfin, je vous donne l'exemple du tigre, parce que c'est vraiment un truc que j'ai fait quand j'étais en primaire, je crois. Ouais, j'étais en primaire. Où j'avais une amie que j'adorais, qui était géniale, on s'entendait super bien. Et en fait, elle adorait les tigres, etc. Et du coup, moi, j'étais partie dans un truc, ah oui, moi aussi, j'adore les tigres, donc j'ai commencé à en mettre partout. Moi, j'adore les animaux de manière générale. On en parlera certainement dans un autre épisode. J'ai plutôt un profil qui aime 1 milliard de trucs et qui ne sait pas s'arrêter sur un truc en particulier, sinon ça m'ennuie. Donc, me choisir un animal préféré, j'en serais bien incapable. Bref, donc tout ça pour dire que c'est juste une façon de te lisser, de t'effacer finalement, pour répondre à la projection que tu as du désir de l'autre. Tu essaies de te conformer à ce que tu penses que l'autre aime pour qu'il t'aime, parce que t'as besoin qu'il t'apporte cet amour, cette affection, t'as besoin de vraies démonstrations d'affection. Autre élément, c'est le fait de t'enfermer dans des relations. Du coup, forcément, tu te doutes bien que tout ça, finalement, ça va t'amener globalement à t'enfermer dans des relations où tu vas te retrouver incapable de mettre des limites ou des stops quand c'est juste pas possible, quand c'est inacceptable. Tu vas pas arriver à dire que c'est inacceptable, tu vas pas arriver à partir. Ça va être au-dessus de tes forces parce que t'as besoin de cette dose d'affection. Tu verras plus tard pourquoi je parle de dose. Il est pas anodin ce mot. Mais il y a vraiment ce risque de s'enfermer dans des relations qui ne te conviennent absolument pas. Je sais pas si ça te parle tout ce que je te dis ou si ça te fait penser à quelqu'un qui est proche de toi. Et on va creuser tout ça un peu plus en profondeur. Mais ça, on va dire que c'est les signes un peu principaux que tu peux avoir quand t'es dépendant affectif, les signes qui sont relativement visibles pour toi ou pour les autres et qui mettent pas trop de doute sur le fait que tu tends vers ça. Bon après, parce que tu réponds à tout ça, je te fais pas un diagnostic, je suis pas psychologue ou psychiatre. Je te partage juste ce que j'ai pu voir moi en termes de signes globalement qui étaient un peu tracés de manière documentaire si on peut dire et comment j'ai vu l'équivalence dans ma vie à moi, dans ma vie de dépendante affective, comment ça pouvait se traduire finalement de manière plutôt factuelle. Et globalement, t'as ces symptômes-là principaux. Et après, t'en as d'autres que moi j'appelle un peu les symptômes secondaires sous-jacents, qui sont pas secondaires au sens moins important, pas du tout. J'ai même tendance à dire qu'ils sont, pour moi, c'est ceux-là les plus gênants. Mais c'est pas des symptômes, en fait, que tu vois, au premier abord, tu te dis pas, ok, cette personne a ça, donc elle est dépendante affective. Le lien de corrélation est pas évident. Te saute pas aux yeux, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc tu vas retrouver ce côté où tu te sens incapable de tout, en fait. Tu te sens pas capable. Sans l'autre, tu te sens pas capable. Tu te dévalorises complètement. T'as l'impression que l'autre est tout, l'autre est ton monde, et que sans lui, tu ne peux rien faire. Vraiment, t'as l'impression que sans lui, sans elle, sans cette personne sur laquelle tu as déposé ton affection, sans cette personne-là, tu t'es incapable d'avancer. C'est ça. Si tu te sens bloqué, tu te sens pas capable de faire les choses. D'où cette idée, tu vois, de la plante qui s'enroule autour du tuteur, et si le tuteur s'en va, tout s'écroule. C'est vraiment ce truc-là que tu as, et qui est vraiment compliqué à vivre au quotidien, et c'est ce qui te fait aussi vouloir maintenir une relation, même si elle est mauvaise, même si elle est toxique, même si elle te convient pas, parce que, enfin moi dans mon cas en tout cas, j'étais terrifiée à l'idée d'être sans l'autre, pas le côté seule solitude, mais le côté où j'avais tellement mis l'autre sur un piédestal que je pensais pas être capable de faire quoi que ce soit sans l'aide de l'autre. Tu vas avoir aussi ce truc d'avoir l'impression, le sentiment en toi que tu ne peux pas être aimé ou que tu es incapable d'aimer. Ça dépend dans quel type de dépendant affectif tu es. Comme je te disais au début, il y a entre guillemets deux façons de transcrire la dépendance affective. Soit tu vas être dans l'hyper-attachement, soit dans l'hyper-détachement, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, tu peux avoir dans un cas ou dans l'autre, voilà, ce sentiment de ne pas pouvoir être aimé ou d'être incapable de vraiment aimer l'autre. Mais tu peux très bien avoir les deux. Enfin, moi, je sais que dans mon cas, en fonction du type de relation, j'avais les deux. D'un point de vue vraiment relation amoureuse, j'avais plutôt ce penchant d'avoir l'impression de pas pouvoir être aimé, qui ressortait un peu dans les relations amicales, mais dans les relations amicales, j'avais vraiment ce truc où j'avais l'impression d'être incapable de vraiment aimer quelqu'un en termes d'amitié, de vraiment pouvoir créer des amitiés profondes. J'avais l'impression que j'étais pas capable de faire ça. Et du coup, factuellement, c'est ce qui arrivait, parce que comme je m'en sentais pas capable, je faisais pas ce qu'il fallait pour. Mais j'avais que des amitiés, entre guillemets, surfaciques. C'était des potes, des connaissances, mais c'est pas la personne que t'appelles à 2h du matin parce que t'es dans la merde. Et du coup, en fait, quand t'es dépendant affectif, et que t'as ce sentiment-là, en fait, tu demandes à l'autre de combler cet amour que t'as l'impression que tu peux pas avoir ou que tu mérites pas, tu demandes à l'autre de combler ça, de combler cette espèce de gouffre énorme d'affection que t'as en toi. Et ça, finalement, c'est un peu ça qui va donner tous les symptômes qu'on a pu décrire avant, ce côté insécurité, réassurance, anxiété, ce côté où t'es perdu quand l'autre n'est pas là, parce que t'as besoin qu'il comble ce gouffre, parce que ce gouffre, il est atroce à vivre. C'est horrible de te sentir vide, incapable d'aimer ou d'être aimé, d'avoir l'impression d'être une espèce de pierre séchée sans âme. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'avais, d'avoir l'impression d'être
d'être quelque chose d'un peu desséché et froid. Il y a que l'autre qui arrivait à remettre un peu de chaleur dans tout ça. Sauf qu'en fait, l'affection que l'autre il te donne pour essayer de combler ce gouffre, bah c'est jamais assez. Ça suffit pas. T'en as besoin de toujours plus. Ce qu'il te donne, ça te satisfait pendant un court instant. Et puis après, il te faut une autre dose. Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et c'est jamais assez. Je sais pas si toi tu le sens, mais moi je sens encore même ce truc de, t'as cette démonstration d'affection qui est là, elle te donne ce shoot d'hormones positives là, et puis juste après t'as cette espèce de gros down, juste après le pic positif, hop, le gros down, mais il m'en faut encore en fait, c'est pas assez, il m'en faut plus. Et t'entends dans ce que je te dis comment ça sonne un peu addiction, hein. Ça sonne un peu drogué, hein. En fait, les dépendants affectifs, on est des drogués de l'affection. Vraiment, c'est une addiction en fait qu'on a. Parce qu'on a cette espèce de gouffre qu'il faut combler et on le comble avec une addiction aux démonstrations d'affection et à l'amour qu'on demande à l'autre de nous donner. Sauf que c'est jamais suffisant, comme je te disais. En fait, l'image que tu peux avoir quand t'es dépendant affectif de ton réceptacle d'amour que les autres peuvent te donner, nous en fait, on est des paniers percés. Ça a l'air sympa dit comme ça, mais bon, pas génial. Je te parle de gouffre et en fait le panier percé c'est... Enfin moi en tout cas c'est l'image qui m'a le plus parlé. C'est vraiment ce truc de qu'en fait on met des démonstrations d'affection dedans. On en met plein, on en met. Mais il y a un trou en fait. Du coup ça coule. Du coup c'est jamais rempli. Donc bah on en remet. Et on se dit mais ça va jamais être rempli en fait. Et on veut que ce soit rempli. Donc on n'arrête pas d'en remettre. Mais ça marche pas en fait. Il y a un trou. Donc tant qu'on n'aura pas bouché le trou, bah ça ira pas. On aura toujours besoin de plus, on aura toujours besoin d'encore plus, encore plus fort. Mais même en mettant toute la force qu'on veut, ça n'ira pas. Parce que ton panier il est percé. Ça va faire que couler, dans le vide, dans le néant. Et finalement, t'arriveras pas à fixer cette affection qu'on te donne. T'arriveras pas à l'intégrer. T'auras besoin d'encore, et encore plus. Tu vas avoir aussi ce truc de vraiment l'angoisse de séparation. Moi, ça s'était assez marqué chez moi. Quand l'autre s'en va, même quand c'est pas forcément très très long, s'il part juste la journée et que toi tu te retrouves la journée seule, ou alors il ou elle part quelques jours, etc. En fait, tu vas avoir cette angoisse qui va te prendre en fait, il va pas revenir, il va m'abandonner, qu'est-ce que je vais faire quand il sera pas là? Toute mon existence tourne autour de cette personne. Et du coup, quand elle est pas là, ben c'est la panique. Parce que déjà, tu vas pas avoir ta dose. T'as bien compris qu'on était un peu des drogués de l'affection. Donc t'es comme un drogué en manque, en fait. T'as vraiment cette angoisse de ce manque qui va être là, en fait. Tu vas être en manque pendant tout le temps de la séparation. C'est ultra angoissant. Et après, tu peux avoir tout un tas d'autres types de symptômes qui sont pas du tout généralisés, hein, mais qui peuvent être plus ou moins importants. Alors, enfin, il y en a un, c'est pas tellement un symptôme parce que ça aussi, on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, parce que c'est un sujet hyper intéressant. C'est l'hypersensibilité. Ça va assez souvent de pair avec les personnes qui sont dépendantes affectives. Elles développent une espèce d'hypersensibilité. Donc là, je te fais un peu de teasing pour la semaine prochaine. Mais ça, on va en parler plus en détail. Et moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt le cadeau des dépendants affectifs parce que, en vrai, il y a des choses très belles qui se cachent derrière l'hypersensibilité. Même si au début, quand tu vis avec ça, c'est pas si simple à gérer et à appréhender, mais une fois que tu sais comment ça fonctionne, à mon sens, c'est un cadeau. J'en dis pas plus, on en parlera la semaine prochaine de cette partie-là. Donc tu peux avoir cette hypersensibilité, mais tu peux avoir aussi des troubles du comportement. Vraiment, ça peut aller loin, hein, justement parce que cette angoisse, etc., elle peut être hyper forte, hyper lourde à porter. Et du coup, tu peux avoir des troubles du comportement alimentaire, donc tu peux avoir aussi des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, hein, pour essayer de gérer finalement cette espèce d'énorme angoisse, d'anxiété que t'as et qui est compliquée finalement à prendre en charge. Surtout quand tu sais pas d'où ça vient, que tu sais pas ce que c'est, et que tu te prends juste toutes les émotions, le manque, l'angoisse comme ça. Enfin, franchement, c'est difficile à gérer. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle cette semaine. Parce que si ça peut t'aider à mettre un peu des mots sur ce que tu vis, eh ben c'est parfait, c'est vraiment l'idée, c'est l'objectif. Ce que toi tu vis ou ce que tes proches autour de toi vivent, si ça peut les aider. Tu peux avoir aussi ce côté très pessimiste, voire dépressif, hein, vraiment. C'est loin d'être anodin, les dépendants affectifs, on a tendance à assez facilement sombrer dans la dépression. Enfin, moi je sais que j'en ai fait, pas qu'une. Donc c'est quelque chose qui te met vraiment dans un état de tristesse profonde qui du coup peut aller soit jusqu'à des symptômes proches de la dépression sans forcément y aller. Enfin la dépression, ça doit être diagnostiqué, hein, mais tu peux avoir des signes dépressifs sans forcément aller jusqu'à la dépression ou alors vraiment sombrer dans la dépression et là on part dans un autre sujet. Et autre élément hyper important que moi je me suis rendu compte très vite que j'avais ce souci-là, alors il m'a fallu du temps pour faire le lien entre la dépendance affective et ce sujet-là, mais c'est les conduites addictives, le terrain addictif des dépendants affectifs. Comme je te disais,
Le dépendant affectif, en fait, quand on est dépendant affectif, on a une addiction à tout ce qui est démonstration d'affection, etc. Parce qu'on a besoin de remplir ce panier qui est percé. Donc t'as ton shoot, ta démonstration d'affection, hop, t'as ton petit shoot, là t'as les hormones positives qui se ramènent, qui te récompensent et qui disent ok c'est super, t'as eu ton shoot. Et puis après t'as le down quand tu redescends, qui est juste insupportable, y compris quand t'es en sevrage forcé de la personne sur laquelle t'as mis ta dépendance affective. Là c'est pareil, hein, t'es un drogué en manque, ça va pas du tout. Ce qu'on peut avoir tendance à faire, pour essayer de combler ce manque d'affection quand on peut pas l'avoir, on va le combler avec d'autres addictions. C'est là que ça peut devenir un peu tendu. C'est que du coup, on a un terrain addictif super fort, donc on peut très facilement tomber dans l'addiction aux drogues en général, que ce soit l'alcool, le tabac, le hashish, tout ce que tu veux, mais il y a plein d'autres addictions possibles. Tu peux avoir les addictions au sexe, les addictions en termes d'achat, tout ce qui est achat compulsif, etc. Tu peux avoir tout ce qui est l'addiction au sport. Ça, on n'en parle pas assez, mais le sport, ça a plein de bienfaits, hein. Mais comme tout, il faut faire avec modération. L'addiction au sport, c'est pas bon non plus. Mais comme c'est un truc healthy, etc., c'est le genre de choses dont on parle pas tellement, mais c'est pas forcément sain d'avoir une addiction au sport. Enfin, en tout cas, ça cache quelque chose de... Notamment dans notre cas, ça peut être un signe de la dépendance affective. Donc tu vas avoir l'addiction au sport, l'addiction au travail. Moi, j'ai une grosse addiction au travail. J'ai vraiment ce truc-là de... Là, je connais un peu mieux parce que ça me concerne, donc je peux te donner des vrais exemples, mais l'addiction au travail, comment à travers ça, tu vas chercher ton shoot d'affection, là, d'hormones positives. Moi, j'avais le truc un peu, enfin je l'ai toujours, hein, je me bats vraiment contre ça j'ai vraiment du mal à le lâcher, mais de la bonne petite écolière, tu vois, qui fait bien son travail, qui les rend en avance, toujours parfait, vraiment avec de la surqualité, parce que du coup tu reçois en face des retours hyper positifs de ton manager, de tes collègues, peu importe, qui disent oh c'est super, c'est génial, oh t'as fait un travail de fou, c'est trop bien, etc. Et tu prends tout ça. Mais comme je dis, t'as un panier percé, hein, c'est-à-dire que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Pour le coup, le shoot, il est très très court. mais ça te donne quand même un... Enfin, moi, ça me donnait quand même un petit shoot un peu d'affection positive pour essayer de remplir ce panier percé que j'arrive pas à remplir, quoi. Du coup, je faisais des heures pas possibles, etc. pour arriver justement à avoir cette espèce d'exigence de surqualité qui me permettait d'avoir un retour qui remplissait un petit peu ce panier percé en termes d'affection, quoi. Donc tu peux vraiment avoir ce truc d'addiction qui peut se traduire de 1000 façons différentes. Et moi, j'ai toujours senti que j'avais vraiment ce terrain addictif facile. Ça, je te dis, j'ai jamais à toucher à une clope de ma vie, parce que je sais très bien que le jour, ne serait-ce que j'essaye, c'est sûr, je fume 10 paquets par jour. C'est sûr. C'est des trucs, je sais pas si toi tu sens ça aussi, mais moi je sens vraiment que j'ai ce truc de l'addiction facile. Typiquement, je l'ai sur d'autres trucs, sur les séries ou les films, etc. Quand je me regardais une série que vraiment j'aimais bien, qui du coup me donnait mon petit shoot d'hormones positives là, mais je saignais la série jusqu'à faire des nuits blanches, et je m'arrêtais que quand j'avais saigné toute la série, qu'il y avait plus d'épisodes, quoi. Même si je savais que j'allais galérer à me réveiller le lendemain matin, et c'est pas une fois de temps en temps que je le faisais, hein. Je pouvais le faire tous les soirs d'une semaine, parce que j'avais besoin de mon shoot, quoi. Donc ça peut se traduire de plein de façons différentes, et il faut vraiment être vigilant là-dessus, parce que en fait on s'en rend pas compte, mais ça peut vraiment faire des dégâts sur toi. En fait, la dépendance affective de manière générale, ça te bouffe, ça te démolit, parce que ça efface toute ta personnalité, que tu veux plaire à l'autre, donc t'effaces tout ce que tu es, tu ne mets pas de limites, donc tu te fais grignoter par tout le monde, parce que tu veux avoir de l'affection, etc. C'est vraiment ces personnes que tu peux voir autour de toi, ou toi, hein, si tu te reconnais là-dedans, de la personne trop gentille, tu sais, où t'as ces gens profiteurs qui vont venir ah tu peux me donner ça, tu peux me dépanner ça, ah j'aurais besoin de ça s'il te plaît, etc. Et qui vont abuser de cette gentillesse. Mais vraiment, quand t'es dépendant affectif, en fait toute source d'affection te nourrit. Enfin, essaye de nourrir ce gouffre sans fond. Donc tu vas avoir vraiment ce truc, cette peur de rejet, de décevoir, etc. Même de collègues de travail, de personnes anodines, quoi. Enfin franchement, si t'as juste une connaissance qui te rejette, entre guillemets, parce que tu lui as pas rendu un service qui te mettait dans l'embarras ou qui ne te correspondait pas, foncièrement, il n'y a pas d'impact sur ta vie. Mais quand t'es dépendant affectif, tu t'arrives pas à rationaliser ça. T'arrives pas. Ça te terrifie d'être rejeté, de pas être aimé par d'autres personnes, même si c'est des gens complètement accessoires dans ton existence. Ça te terrifie. Tu peux pas accepter de subir ce rejet, c'est trop dur, c'est trop douloureux. Du coup, tu te mets dans des situations pas possibles, très inconfortables pour toi, pour pouvoir répondre aux demandes et aux besoins des autres en oubliant complètement les tiens.
Et finalement, tout ça, ça peut avoir d'autres symptômes sur ton corps. Je te parlais la semaine dernière de lien entre le corps et l'esprit. Le lien entre le corps et l'esprit est hyper important. Et ben, quand tu es dépendant affectif et que je te retrouve là-dedans, dans tout ça, tu vas ce qu'on appelle somatiser, tu vas avoir des symptômes physiques finalement de cette dépendance affective. Tu vas notamment avoir une fatigue chronique. Enfin, vraiment, tu vas avoir toujours cette espèce de fatigue. Et là, moi, je sais que j'avais ça tout le temps. T'es tout le temps épuisé, en fait. Tu vas avoir ce truc de te replier sur toi-même aussi, de te culpabiliser. Une énorme culpabilité, avec une auto-dévalorisation, mon gars. Oh là là, t'es pas prêt. Vraiment, en termes d'auto-dévalorisation et d'estime de soi, l'estime de soi, c'est le calvaire quand t'es dépendant affectif. Vraiment, ton estime de toi, elle est à moins 10 000. Elle est au fond du fond, quoi. Tu penses ne rien mériter, ne rien pouvoir avoir, c'est terrible. T'as vraiment une estime de toi qui est sans dessus dessous. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc là, tu te demandes du coup finalement, ok, là c'est bien joli, tu nous dis tout le bordel qu'il y a dans nos vies, on est au courant, on vit ça au quotidien, merci. Bon, j'espère que ça t'a quand même éclairé de mettre des mots dessus. Enfin, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir mettre des mots finalement sur tout ça, sur tout ce qui m'arrivait, sur tout ce que j'y vais. Et finalement tu te demandes d'où ça vient. Tu dis bah ok d'accord, je suis dépendant affectif, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que moi je me retrouve avec ce truc qui me pourrit la vie, qui me pourrit toutes mes relations? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve avec ça? Il y a pas mal de causes, il y en a plusieurs qui globalement viennent de l'enfance. Ce qui a été relaté, c'est que globalement, tu peux développer une dépendance affective de plein de raisons différentes, notamment si tu as eu une espèce d'instabilité dans ton environnement. Alors c'est instabilité, c'est un mot un peu fourre-tout dans ce cas-là, parce qu'il y a 1000 choses qui se cachent derrière ce qu'ils appellent instabilité de l'environnement. Ça peut être une absence d'un parent ou des deux, d'avoir des parents maltraitants ou toxiques, d'avoir eu un environnement dégueulasse en fait, on va dire les choses comme elles sont. T'as eu un environnement pourri, t'as pas du tout eu une affection saine et normale dans ton enfance, une affection équilibrée en fait. La dépendance affective, globalement, ça vient de troubles de l'attachement et de l'affection dans l'enfance, et du coup, il y a plein de causes différentes à ça. On va dire que la cause vraiment racine, c'est un trouble de l'attachement dans l'enfance. Pas forcément que par tes parents biologiques, mais en tout cas par les personnes qui ont fait figure d'attachement dans ta vie. Donc ça peut être des grands-parents, des oncles, tes parents biologiques, tes parents adoptifs. Voilà, les personnes qui ont eu vraiment une importance en termes d'attachement pour toi quand t'étais enfant. Et du coup, si dans ces personnes-là, il y avait de l'instabilité ou de la maltraitance, etc., bah forcément, ça a pu provoquer cette dépendance affective, ou ce qu'on peut appeler l'amour inconstant, c'est-à-dire soit avoir trop, ou pas assez, ou ça changeait tout le temps. Si par exemple t'avais un parent qui était dépressif ou bipolaire et du coup parfois te donnait plein d'amour et parfois t'en donnait pas du tout, bah ça fout le bordel dans ton attachement, et effectivement ça peut provoquer de la dépendance affective plus tard. Ou alors avoir des parents au contraire qui ne te donnent pas d'amour, pas d'attachement, qui te laissent complètement livré à toi-même. Moi, c'était ça dans mon cas, du coup, où je me retrouvais vraiment seule, livrée à moi-même, avec un sentiment de ne recevoir aucune affection de mes figures d'attachement, de mes parents. Ah bah, du coup, moi, je sais que c'est ça ma cause, de la dépendance affective, j'ai pas trop de doutes sur le sujet. Mais tu peux aussi avoir l'opposé, des parents qui sont trop, par exemple, des parents qui sont dépendants affectifs peuvent continuer à provoquer cette dépendance affective chez leurs enfants, parce que quand on en donne trop, c'est pas bon non plus, c'est pas équilibré, il faut que ce soit équilibré. Alors je juge pas les parents qui sont dans ces cas-là, moi je suis pas parent, peu importe, mais on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a comme on est, et autant on peut provoquer de la dépendance affective chez son enfant sans n'avoir aucune intention de nuire, quoi. Bon, après ceux qui sont maltraitants ou toxiques, c'est un autre sujet, mais pour le coup, il y a des parents qui ont provoqué de la dépendance affective chez leurs enfants et qui n'ont jamais eu de volonté de nuire. Un parent qui est malade, etc., il est malade, c'est compliqué à gérer pour tout le monde. Il a jamais souhaité provoquer ça chez son enfant, mais bon. Donc tu peux avoir ces cas-là. Tu peux avoir aussi des parents qui ont été difficiles à satisfaire. Tu sais, si t'as eu des parents hyper exigeants où c'était jamais assez. Tu donnais tout, tu faisais tout, mais c'était jamais assez. C'était jamais assez pour eux. Il fallait toujours que tu fasses plus, que tu sois au-dessus, encore au-dessus, et au-dessus, et au-dessus. Qui te donnent un compliment, ça leur a arraché la gueule, quoi. Voilà, j'avais un peu ça aussi. J'avais un mélange de pas trop d'amour et de parents impossibles à satisfaire. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais, mais c'était jamais assez, c'était pas très intéressant. Voilà, donc ça aussi, ça peut vraiment avoir des impacts sur toi et provoquer cette dépendance affective. Aussi d'avoir dû être ce qu'on appelle un aidant, c'est-à-dire que d'avoir dû aider un parent malade. Soit parce qu'il avait une maladie physique et du coup très jeune, t'as dû prendre des responsabilités et prendre des choses en charge, soit prendre en charge la famille, soit prendre en charge ce parent, ou te retrouver avec un parent malade et du coup qui était incapable de te donner justement cette affection, cet attachement de manière équilibrée parce qu'il était malade, et du coup ça a un peu tout perturbé. Et comme je te disais tout à l'heure, donc tu peux aussi avoir ce côté on te donne de l'hyper attachement, ou au contraire on te donne un attachement qui est hyper évitant et on t'en donne pas tellement. De manière générale, alors c'est pas une science exacte, mais quand tu as eu de l'hyper attachement, que tu as eu un parent qui était trop dans l'affection, tu vas avoir tendance à avoir un profil très dépendant.
dans ta vie en général du coup. Pas que sur l'aspect affectif, tu vas avoir du mal à faire des choses sans avoir quelqu'un qui est là derrière toi, qui t'aide, qui te soutient ou qui fait à ta place. Enfin, tu vas être dépendant toujours de quelqu'un ou de quelque chose dans ta vie. Et à contrario, quand t'as eu un parent qui était plutôt très évitant en termes d'affection, moi je rentre dans cette case-là, tu vas être hyper autonome. Moi j'ai dû me débrouiller toute seule depuis petite, vraiment super tôt. Même quand j'étais toute petite en primaire, j'allais toute seule à l'école à pied, et puis quand je rentrais à midi, c'est moi qui me faisais à manger. Enfin, je m'auto-gérais, pas que sur ça, surtout en fait, parce que j'avais pas du tout de répondant de toute façon du côté de mes parents, donc fallait bien que quelqu'un s'occupe de moi, bah du coup c'est moi qui me suis occupée de moi. Mais du coup, en tout cas, un attachement évitant te rend très autonome. Bon, ça a des aspects positifs et négatifs. Je parle encore une fois plus en détail de ce que je vis, hein. C'est là que je peux t'apporter le plus de compléments et d'images, mais globalement, l'autonomie, c'est super pratique dans la vie de tous les jours parce que dans le boulot et même dans la vie en général, dès qu'il se passe un truc, je me débrouille plutôt bien, j'ai besoin de personne. Par contre, j'ai aussi ce truc d'être très autonome de manière émotionnelle, etc. Une fois que j'ai bossé sur ma dépendance affective, hein, parce que avant ça c'était pas le cas. Et maintenant que tu bosses un peu sur ta dépendance affective, le côté autonome fait que quand vraiment ça va pas, comme j'ai toujours été habituée à devoir tout gérer toute seule, y compris les traumas, les émotions ultra négatives qui me sont arrivées, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Ne serait-ce que d'envoyer un message à un ou une amie pour avoir un soutien, etc. C'est ultra compliqué pour moi. J'ai peur de déranger, j'ai l'impression d'être faible, c'est très difficile. Ça c'est un truc avec lequel je me bats encore, pas plus tard qu'aujourd'hui. Où aujourd'hui c'était vraiment pas la forme et j'ai fini par trouver la force d'envoyer un message à une ou deux amies. Et je pense qu'au contraire du coup, si on parle dans l'opposé, quelqu'un qui a plutôt cet profil dépendant, il va avoir beaucoup de mal à contrario du coup à vivre une émotion négative ou une épreuve dans sa vie sans soutien de quelqu'un. Si la personne pour l'aider, je pense que ça doit être ultra compliqué de dépasser une épreuve parce qu'il a toujours été habitué à avoir quelqu'un qui est là et qui porte tout pour lui. Moi j'imagine vraiment ça comme, tu vois physiquement, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ses muscles, ils s'atrophient en fait. Parce que du coup le corps il en a pas besoin, il y a le fauteuil qui porte et qui roule. Donc des fois, je parle de gens qui ont encore la faculté motrice, hein, et des fois il y a des gens qui sont en fauteuil parce que qu'ils ont un souci particulier, ils peuvent pas marcher pendant quelques semaines, quelques mois, et du coup on leur donne un fauteuil pour se déplacer et les muscles ça fond super comme neige au soleil. Et globalement la personne qui est en fauteuil, le corps se dit ok c'est bon, j'ai un fauteuil, j'ai un truc qui me soutient, on va économiser de l'énergie, tous les muscles là au niveau des jambes ils me servent à rien, hop, allez on fait un peu de délestage les gars. Tu vois. Et du coup, quand cette personne elle va devoir remarcher, elle pourra pas remarcher comme ça, hein. Il va falloir refaire un peu de kinésithérapie, il va falloir remuscler, etc. pour faire revenir et pour réapprendre à fonctionner et à vivre sans ce fauteuil. Parce que le corps il s'est habitué à faire avec, mais du coup il sait plus faire sans. Pas de manière immédiate en tout cas, il faut passer par quelques étapes pour arriver à faire sans. Et moi je suis convaincue qu'effectivement c'est l'image qui correspond bien à l'aspect dépendant de la personne qui a subi l'hyperattachement, c'est que elle a toujours eu ce fauteuil et que maintenant quand elle rentre dans la vraie vie et qu'elle a plus ce fauteuil, faut qu'elle apprenne à marcher sans quoi. Et c'est compliqué. Surtout quand t'es tout seul, tu sais pas d'où ça vient, que tu comprends pas pourquoi tu fonctionnes comme ça et pourquoi il y en a d'autres qui à côté, eux, ils y arrivent tout seuls et toi t'y arrives pas. C'est pas de ta faute, hein. Sincèrement, la dépendance affective, t'y es pour rien. C'est pas du tout de ta faute, mais effectivement, il faut en prendre conscience pour commencer à faire ce travail sur toi et te dire ok, j'ai ça vient de mon enfance. Si toi t'arrives à savoir de quel élément concrètement de ton enfance ça vient, très bien. Encore une fois, comme je le disais la semaine dernière, comprendre c'est bien, mais c'est pas ça qui va te guérir. Même si tu sais pas exactement d'où ça vient dans ton enfance, ça va pas t'empêcher d'avancer, ça va pas t'empêcher de guérir. Tu peux guérir sans comprendre exactement d'où ça vient. C'est complètement possible. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un regard extérieur, d'avoir l'aide par exemple d'une psychologue, d'une psychothérapeute. Ça peut aider à comprendre pas mal de choses, à avoir cette espèce de, vraiment ce regard extérieur sur ta vie, sur ta façon de réagir, etc. Ça aide aussi, mais moi je suis convaincue, en tout cas c'est ce que j'ai vécu dans mon processus, c'est que ça doit venir de toi. Si on te dit qu'il faut forcément passer par une psychothérapie pour t'en sortir, pour moi c'est du gros bullshit, c'est pas vrai. Tu peux t'en sortir sans. Après c'est une vraie aide. On va pas se mentir, hein, ça aide. Mais il y a que toi qui pourra vraiment te sortir de ça. Faut vraiment le voir comme une addiction, c'est une addiction à une drogue, hein, entre guillemets. Globalement, quand t'es addict à l'alcool ou quoi, l'idée c'est de plus jamais y toucher de ta vie pour pouvoir t'en sortir. Bon, la dépendance affective c'est plus compliqué parce que c'est un besoin vital de recevoir de l'affection. Donc tu peux pas ne plus jamais recevoir d'affection de ta vie, ça serait un peu compliqué. Donc moi ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai fait une espèce de désensibilisation progressive. J'ai essayé de prendre conscience en fait de ma façon de fonctionner, qui était pas équilibrée, qui était pas correcte. Quand j'étais dans l'extrême, quand j'avais des sentiments extrêmes, quand j'avais des insécurités avec des jalousies pas possibles,
parce que j'avais peur de perdre l'autre, j'avais de l'anxiété, etc. J'essayais de repérer ça, de voir quand et comment c'était déclenché, et finalement de prendre un peu du recul vis-à-vis de ma relation avec les autres, d'essayer de rationaliser tout ça. Tu vois, quand je te disais, des fois t'as peur d'être rejeté par une personne qui n'a vraiment pas d'importance dans ta vie, hein. C'est vraiment une connaissance, etc., qui va te demander quelque chose, et que tu vas avoir ce truc de dépendant affectif qui revient en mode il faut que tu satisfasses son besoin parce que sinon tu vas être rejeté, t'auras pas ton shoot. Moi j'essaye encore quand ça m'arrive de rationaliser, mais concrètement. Même si cette personne, du coup, elle veut plus me parler, qu'est-ce que ça change à ma vie? Tu commences petit pas par petit pas, tu vois, par des trucs comme ça. Et petit à petit, ces trucs-là, t'apprends à dire non, t'apprends à mettre un peu du recul. Mais en fait, ce qui est vraiment le plus important, enfin, ce qui est vraiment le truc à retenir pour moi, ce que j'estime être la clé pour se remettre de ça, c'est bosser sur l'estime que t'as de toi-même. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est vraiment essayer de réparer cette estime de toi, de réapprendre à t'aimer, à te connaître, à te comprendre. Finalement, mes goûts, c'est quoi? Si j'enlève tous les gens qui y a autour de moi qui me parasitent et qui font que j'ai envie de rentrer dans le moule de telle ou telle personne pour lui plaire, finalement, mais moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? C'est essayer de prendre un temps régulièrement pour te recentrer sur ce que t'aimes toi, sur ce qui te plaît, sur ce qui te fait vibrer, sur tes rêves, tes envies. Tu vois, te recentrer vraiment sur toi. Écris-les même si ça t'aide, tu vois. Écris-les, dessine-les, dis-les toi à voix haute. Vraiment utilise le canal de communication qui te parle le mieux. Mais essaye de vraiment préciser quelque part finalement. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? C'est quoi tes limites? C'est quoi que tu veux pas dans une relation, etc. Et ne serait-ce que d'en prendre conscience et de les acter déjà, ce sera pas pareil, tu vois. Parce que quand ça va arriver dans ta vie, qu'il y a quelque chose qui va perturber tes limites ou qui va impacter un besoin, t'auras une petite alarme, tu vas te poser plus de questions déjà. Alors je te dis pas qu'en faisant ça, du jour au lendemain, tout va être réglé, hein. C'est long. Je sais que c'est pas ce que t'as envie d'entendre. Moi, je suis la première à pas être patiente du tout. Mais c'est long. C'est un processus qui est long. Il faut y aller vraiment un pas après l'autre. Des fois, tu vas reculer, tu vas re-avancer. Enfin voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Et à mon sens, c'est quelque chose je pense que c'est difficile de totalement en guérir vu que c'est une addiction à quelque chose dont on peut pas se passer. Parce que sinon, vu que c'est un besoin vital, c'est pas possible. C'est quelque chose sur lequel, je pense, il faudrait être vigilant toute notre vie. Je te dirai ça au fil des podcasts. Je te ferai peut-être un petit retour dans quelques semaines, moi, en me disant, bon, la dépendance affective, on en a parlé. Aujourd'hui où on en est. Mais globalement, moi je pense que je suis arrivée à un moment là où ça va un peu mieux. Enfin, ça va mieux. Je sens que c'est là. J'ai mis une petite rustine là, tu vois, sur le panier percé. Donc ça se remplit. Après, voilà, faut que je solidifie la rustine, tu vois. Pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres fuites qui viennent. Mais en tout cas, là, ça va mieux. Sur la fin de ma dernière relation, j'étais beaucoup moins dans ce contact constant. J'avais très peu de sentiments d'insécurité. Ou en tout cas, quand ça venait, voilà, je rationalisais tout ça en me disant, enfin voilà, te pollue pas avec ça. De toute façon, si ça doit arriver, qu'il doit voir quelqu'un d'autre, il ira quelqu'un d'autre, tu pourras pas y faire grand chose, et puis ce sera un mal pour un bien, parce que si c'est quelqu'un qui a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, honnêtement, au mieux vaut t'en passer que l'avoir dans ta vie. Enfin, je me disais ça pour justement essayer de pas me faire bouffer par mes angoisses sur ce type de sujet-là. J'essayais vraiment de mettre du sens finalement. En fait, l'idée c'est de répondre à tes angoisses, à ces pensées négatives que t'as dans ta tête. C'est de les challenger en fait. T'as une pensée négative horrible qui t'arrive en tête, et t'essayes de la challenger comme si c'est quelqu'un qui te parlait, que tu faisais un débat interne entre toi et la version angoissée et anxieuse de toi. L'idée, c'est de replacer les choses au bon endroit, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas, de mon côté. Je me suis recentrée sur moi, et quand j'avais ces pensées négatives, j'essayais de les challenger pour justement un peu les débunker, quoi. Les démonter, leur dire, non, mais en fait, t'as pas de sens. Là, c'est mon angoisse qui parle. C'est bon, lâche-moi, laisse-moi faire ma vie tranquille. J'aimerais éviter de me morfondre dans mes angoisses. C'est bon, lâche-moi. C'est un peu comme ça, en tout cas, moi, que j'ai fonctionné. Et j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais pas tout détailler, mais de toute façon, l'autre élément, là, c'est un sujet il y aura forcément un podcast dédié à ce sujet-là, parce que j'ai été touchée de plein de fois par ce cas-là. Mais il faut savoir que les dépendants affectifs, on est vraiment la proie parfaite pour les relations toxiques, pervers narcissiques, tout ça. Donc vraiment, sois hyper vigilant là-dessus. Le côté de recentrer sur toi et faire attention à tes limites, c'est aussi pour te protéger de ce genre de personnes néfastes, pour qui les gens comme nous, c'est du pain béni. Vraiment, la personne qui ne vit que pour l'autre et qui se plie à tous les désirs et envies de l'autre, pour eux, c'est parfait, quoi. C'est plus facile à manipuler, plus facile à modeler, plus facile à garder sous emprise. Donc sois vraiment vigilante
à ça. Questionne-toi si dans ta vie tu n'es pas sous emprise d'ailleurs. Si c'est le cas, voilà, c'est hyper important d'en prendre conscience. C'est la première étape pour s'en sortir. Voilà, moi il m'a fallu du chemin pour en prendre conscience. Comme je te le disais la semaine dernière, il m'a fallu à peu près 9 ans. C'est un peu long. Mais globalement, ouais, il faut avoir en tête cet aspect de vigilance. On a quand même facilement tendance à du coup attirer ce type de personnes et à répondre facilement à leur action de manipulation et à être sous leur emprise. Donc c'est la fin de ce podcast numéro 2. Ce qu'il y a à retenir vraiment, c'est que si t'es dépendant affectif, c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute. C'est arrivé, c'est le résultat de choses de notre enfance. On n'a pas de chance, mais bon, ça arrive, faut faire avec. Mais tu n'es pas responsable de tout ça, de toute cette façon que ça peut avoir de parasiter ta vie. C'est un processus long. Comme je te disais, à mon sens, je pense qu'on l'a toute sa vie puisque c'est comme une addiction et qu'il faut plutôt arriver à faire en sorte de rendre ça à bas bruit, de le rendre plus chuchotant finalement dans ta vie, de le rationaliser pour finalement ne pas te faire dévorer par toutes les angoisses qui peuvent ressortir de cette dépendance affective. Et la clé, vraiment la clé pour réparer ce panier percé, c'est de t'aimer toi. C'est de remplir toi-même en fait ce panier. C'est ça la clé. S'il y a un truc à retenir là cette semaine, si t'es dépendant affectif ou qu'il y en a dans ton entourage, la clé pour remplir et réparer ce panier percé, c'est toi. C'est de toi-même le remplir de l'affection que tu as pour toi-même, d'apprendre à t'aimer, à t'accepter, à te comprendre, à te respecter, de remplir toi-même ce panier. C'est ça qui est hyper important. Mille merci pour ton écoute. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour plus de contenu et pour être informé de chaque sortie de podcast. C'était le journal d'une âme en perdition. Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties et je te souhaite une belle journée.